Bonjour à tous et bienvenue à la Société des Jeux. On commence notre tour d'horizon des projets en sociofinancement avec un projet sur GameFound. On parle de The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era, projet qui est maintenant terminé de la compagnie Chiptory Games et qui a fait des sommets avec 14 982 contributeurs pour 4 683 000 $ d'accumulés. J'ai été présent avec une petite contribution d'$1 pour voir comment évoluera le tout lors du Pledge Manager. Reste à voir si je vais y aller. C'est quand même assez dispendieux, mais c'est un projet qui m'intéresse. Alors on va suivre ça de près avec Chiptory Game et le fameux Elder Scrolls. Et une autre bonne nouvelle du côté de GameFound, on parle de Torgal que je vous ai présenté la semaine dernière. Je vous avais indiqué qu'il n'y avait pas de version française, c'est maintenant débloqué, donc vous avez la possibilité de le prendre en français. Bonne nouvelle pour une bande dessinée qui effectivement est disponible également en français. Alors 141 557 $ d'accumulé pour 1524 contributeurs, encore 5 jours à la campagne. C'est intéressant, heureusement le français est disponible, alors avis aux intéressés. Sur ce, je vous laisse avec Steve pour la présentation des nouveaux projets en socio-financement cette semaine. Salut à tous, c'est Steve de la Société des Jeux. Aujourd'hui, on commence avec Wordwood Manor, un jeu de 1 à 5 joueurs de 90 à 120 minutes de la compagnie Grey Ridge Game qui est en est à son premier jeu ainsi que son designer Mike Cassie. Dans Wordwood Manor, c'est un jeu de coopératif qui allie un excellent gameplay d'aventure à des fondements inspirés de l'euro, alors que vous et votre groupe de vaillants compagnons vous battez pour protéger Wordwood Manor et son énigmatique dirigeante Lady Warwood d'un monstre envahissant et de ses serviteurs du scarabée mécanique. Le manoir est un lieu mystérieux et magique où les pièces et les voies qui l'y relient peuvent changer au fil du temps. Le jeu propose un mécanisme temporel unique. Chaque fois qu'un joueur ou le monstre fée entreprend une action, le temps avance dans le jeu et les connexions entre les pièces changent via des anneaux de couloirs rotatifs uniques sur le plateau du jeu. Les joueurs ont une certaine latitude dans la façon d'utiliser leur action pour affecter la vitesse ou la lenteur du temps. Mais attention, si les joueurs utilisent leur temps imparti, et qui n'ont pas vaincu le monde, ils perdent la partie. Donc, c'est un jeu qui va être dicté par des cartes. On va avoir une main de cartes et en fonction de ceux-ci, nous allons pouvoir faire des actions. Particularité, comme vous avez vu, c'est l'espèce d'anneau de temps qui non seulement dicte quand la partie va se terminer, mais également les emplacements que vous allez pouvoir vous déplacer. On va aller voir dans la campagne qui se déroule. Ils viennent d'arriver sur Kickstarter lorsque j'enregistre et il est déjà financé. Donc, Wordwood Manor, il y a différents pledges qu'on va pouvoir voir. C'est un jeu coopératif, comme je vous disais, avec des pouvoirs variables pour chacun des personnages. Donc, je vais vous expliquer le gameplay. Je me suis renseigné. Dans le fond, vous allez placer une carte à votre tour et vous allez faire les actions qui y sont. Ensuite, en fonction de l'emplacement que vous avez mis votre carte, ça va faire une rotation du petit anneau que vous voyez ici. Et ça va libérer certains coques d'or pour vos déplacements. Lorsque l'anneau, dans le fond, central va avoir fait un tour complet, c'est l'anneau externe qui va tourner, donc libérer certains coques d'or. Une fois que vous êtes déplacé, vous allez pouvoir activer des pièces. Aussi, lorsque vous placez vos cartes en haut sur votre plateau, vous voyez des petits icônes. Si vous connectez des icônes correspondants, comme ici, lorsque vous allez faire des combats, vous allez avoir une épée de plus, donc vous allez faire un dégât de plus lors des attaques, parce que les attaques sont résolvées par des dés. Donc, comme je vous disais, vous performez vos actions. Vous allez pouvoir faire activer les pièces qui vont être récolter des ressources, vous téléporter dans une autre pièce, ou même téléporter un allié, soit de recruter des compagnons qui vont vous donner un nouvel emplacement sur votre plateau, parce que lorsque vous avez les 4 emplacements de plein sur votre dessus du plateau, vous enlevez vos cartes et il y a une phase de scarabée qui va, dans le fond, déplacer les scarabées à certains emplacements. Et lorsqu'il y a trop de scarabées dans les mêmes pièces, c'est un petit marqueur de fin de tour. Dans le fond, s'il y en a trop, vous perdez la partie. Donc, vos compagnons vont vous donner un emplacement de plus et en plus, vont vous donner soit des pouvoirs instantanés ou permanents. Il y aura des batailles qui vont être résolues avec des dés. Vous allez gagner de l'expérience au courant de la partie qui vont vous donner certains bonus en bas. Vous allez pouvoir aussi acheter des nouveaux dés, comme ici, vous voyez, 2 cubes bleus et un cube rouge. C'est dans le fond, à partir de ce moment-là, lorsque vous résolvez des attaques vous allez lancer ces dés-là. Il y a des dés qui vont être meilleurs pour l'attaque, d'autres pour la défense. Donc, plein de trucs comme ça, des pouvoirs variables pour chaque personnage. Il y a 3 monstres aussi à affronter
dans la boîte de base. Il n'y a pas d'extension pour l'instant. Et les monstres vont avoir des buts, des objectifs différents d'un monstre à l'autre. Donc, beaucoup de choses. Donc, la version standard se trouve à 82 $ canadiens, dispendieux. Des petits standees, si vous voulez des standees en acrylique, et la version upgradée, on pourrait dire la Deluxe, c'est 115 $. Je vais vous dire que les standees en acrylique sont vraiment très, très, très jolis. Et les composantes, au lieu d'être des tokens, sont des petites pièces en 3D fort intéressantes. Donc, le matériel, c'est un plateau circulaire que vous allez avoir autour du jeu, que vous allez mettre en pièces de casse-tête, quelque chose que j'apprécie pas tant, ça finit jamais à être parfaitement à plat. Voilà, il y a 6 personnages différents qui sont dans la boîte de base, 3 monstres à affronter qui ont des manières différentes de jouer. Comme vous voyez, les plateaux sont différents. Je présume que le Chaos Org est plus une manière simple de gérer les monstres et les deux autres vont avoir des différentes manières. Le but du jeu va être entre autres de libérer justement la fameuse Lady Werewood pour réussir à remporter la partie et ainsi de battre les vilains en plus de. Il y a des petits stretch goals qui vont se déployer au fur et à mesure que la partie avance. En plus, le shipping de mémoire est assez raisonnable. 23 $ US pour le Canada, quand même dispendieux. Par contre, pour la zone numéro 1, pour la Belgique, justement, la France, c'est assez raisonnable. On parle de 17 $ américains. Pour nos amis suisses, ça va être dans l'autre zone, donc 36 $. Beaucoup plus cher. Donc, c'était la présentation du jeu Werewood Manor. On poursuit avec Teotihuacan, la cité des dieux, la version Deluxe. Ici, je ne vous présente pas la vidéo. C'est un jeu quand même qui date de 2018 de Daniel Tacchini de Board Game Dice. Un excellent jeu mécanique. Moi, lorsque j'ai fait mon top 100 de mémoire, c'était mon 7e jeu favori. Je vais vous éviter la vidéo, on va tout voir dans le fond qu'est-ce qu'il y a ensemble. C'est vraiment une version deluxifiée à son maximum. Même la boîte est d'une épaisseur complètement ridicule, ce qui me bloque personnellement à acheter cette version. Sinon, qu'est-ce que la campagne offre, justement? Vous allez avoir, entre autres, une extension pour avoir un 5e joueur. Sincèrement, je n'ai aucun intérêt à jouer à 5 joueurs à Teotihuacan. Sinon, une boîte qui regroupe toutes les autres extensions qu'il y a auparavant. Des inserts, comme vous voyez, ça fait une méchante grosse boîte d'une épaisseur de fou, d'un coût moindre qu'en magasin et avec des tokens vraiment magnifiques. Donc, vous allez avoir à partir de maintenant, des player boards, des plateaux personnels pour mettre vos ressources. Sincèrement, pas vraiment d'intérêt pour cette partie-là. Un nouveau look au plateau central. On dirait qu'ils ont, entre autres, enlevé les tracks sur le plateau central pour le mettre sur un autre plateau. Donc, le plateau peut être divisé en deux. Il y a des petits sacs pour ranger chaque tuile pour les piocher de manière au hasard. C'est un petit peu difficile à faire. Un petit peu, on devait les empiler pour les piger au hasard, donc assez moyen. Il y a les petits tokens qui vont avoir des formes différentes versus ce qu'il y avait dans le jeu de base auparavant. Il va y avoir des screen prints aussi imprimés sur ceux-ci. Donc, comme vous voyez, les tracks sont sur un plateau différent, puisque dans une des extensions, il y avait une 4e track orange. Ils sont double côté, mais c'est juste pour le look, tout simplement. Les ressources ont changé. Il y a des petits collants, je présume, ou des screen prints. J'aurais tendance à dire que ça doit être des collants, à voir comme que c'est. Comment c'est? Les petites maisons aussi qu'on construisait, ils auront un screen print associé. Donc, comme vous voyez, vraiment un petit, dans le fond, une mise à jour du look, qu'on garde quand même la vibe des tribus Maya. On offre justement les fameux personnages qu'il y avait eu dans une des extensions qui donnaient des pouvoirs variables à chacun des joueurs autour de la table. L'extension Shadow of X-Tiles, qui est des nouveaux pouvoirs que vous pouvez avoir, que vous pouvez acheter au courant de la partie. D'autres trucs que ça, j'ai aucune idée parce que je ne l'ai pas. Ici, c'est une autre extension, l'Expansion Period. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle a. Je pense que c'est une espèce de contrôle de territoire qui va avoir une nouvelle ressource également qui va être associée. Des nouveaux pouvoirs avec des pouvoirs variables, comme on les connaît. Des nouvelles tuiles qu'on va mettre sur le plateau central juste pour modifier la manière que les dés vont fonctionner avec ceux-ci. Des nouveaux prêtres, les promos qu'on peut connaître. Donc, on revoit le matériel encore une fois, la grosse boîte et l'extension justement à 5 joueurs que vous pouvez avoir. Un jeu qui vous intéresse à connaître, dites-moi là, parce que moi, c'est un jeu que j'apprécie grandement, que je n'ai pas fait de vidéo dessus. Je crois que JP de l'école du jeu, par contre, avait fait une vidéo dessus. Mais si vous en voulez une de ma part, dites-moi là
en commentaire. Il y aura aussi disponible avec un plus gros pledge des playmats. Ça, c'est toujours le fun. Pas vraiment nécessaire et pas vraiment quelque chose de très intéressant. Ici, par contre, si vous êtes intéressé par les upgrades, il y aura des tuiles justement en acrylique, des choses comme ça. Vous avez toujours l'option de upgrader votre version de Teotihuacan. Si vous tripez playmat, 29 €, vous pouvez acheter toujours les playmats qui sont disponibles. Ou si vous voulez tout simplement une boîte vide, mais elle est vraiment immense. Là, on parle que c'est à peu près l'équivalent de 3 boîtes d'épaisseur de Ticket to Ride, donc vraiment plus. On détaille vraiment bien qu'est-ce que chaque pledge offre, ce qui est vraiment bien fait. Comme vous voyez, le petit plateau personnel, comme je vous disais, que vous allez avoir avec des petits encaveurs pour garder vos ressources. Je trouve que c'est pas vraiment utile. Des stretch goals qu'on va débloquer au fur et à mesure de la campagne qui vont être disponibles. Il y a aussi, on peut acheter une chose pour ranger des ressources. Ça, c'est quand même intéressant. Quoique moi, j'ai acheté un insert Folder Space qui fait déjà l'affaire pour ranger en plus dans la boîte et même autour du plateau. Mais plusieurs de petits add-ons disponibles. Des prix qui sont relativement raisonnables. Au Canada, 18 €. C'est quand même une grosse boîte que vous allez avoir, donc assez raisonnable. Pour l'Europe, ça va être 5. Non, ça c'est pour les États-Unis. En Europe, ça va être 10 €, donc très raisonnable. Ça va être envoyé de la Pologne. Donc, tous les frais vont être enlevés. Donc, c'était la présentation de la version Deluxe de Teotihuacan, la Cité des Dieux. On poursuit avec Fighters of Europe, qui est en fait une nouvelle version du jeu Fighters of Pacific de la compagnie Caption Game, des designers Didier Dincher et Frank Garibaldi. Donc, dans Fighters of Europe, c'est un jeu de guerre tactique rapide et simple de bataille aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale dans le ciel au-dessus de la Grande-Bretagne en 1940. Revivez la fureur des combats aériens au-dessus de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Dirigez chaque avion dans plusieurs escadrons de chasseurs et de bombardiers pour mener des attaques sur des aérodromes, des usines ou d'autres objectifs au sol de l'ennemi. Pas de dés, pas de règles, seulement des dizaines d'avions. Un peu bizarre à dire ça. Une mécanique de jeu rapide et simplifiée qui vous plonge au cœur de la bataille. Donc, une vidéo qui est assez bien faite pour présenter comment on joue relativement au jeu. C'est dans le fond, plus que votre escadron est gros, plus qu'il va faire de dégâts, je vous dirais, plus que vous allez vous déplacer en masse. Donc, c'est un jeu de Fighters of Pacific. Ils ont juste mis des nouvelles maps de ce que je peux comprendre. Donc, si c'est un genre de jeu qui vous intéresse, qui est disponible même en français, on voit les composantes. C'est des petits tokens pour les avions. Ils sont double face, dans le fond. Lorsqu'ils sont blancs, ils sont en haute altitude. Lorsqu'ils sont retournés, ils sont en basse altitude. Évidemment, les avions en basse altitude ne pourront pas attaquer les avions qui sont en haute altitude. Donc, différents types d'avions aussi. Vous allez pouvoir faire des petits tokens justement pour montrer qu'il y a des dégâts. Certains avions auront plus de points de vie, mais s'ils ont des dégâts, auront moins de force d'attaque. Il y a aussi l'initiative de savoir qui va pouvoir attaquer en premier et bouger en premier. C'est un jeu repris. Il faut aimer justement ce type de jeu-là. C'est plus ou moins mon genre de jeu. Je trouve que c'est le genre de jeu qui risque d'être un petit peu alambiqué, que je pourrais dire, avec plein de petites règles en fonction de certains points. Vous pouvez ajouter un add-on, justement, le Fighter of Pacific, qu'on se bat au-dessus de l'océan. Ça va être vraiment plus des batailles vraiment au travers des avions. Le Fighters of Europe, il y a des bâtiments au sol qu'il faut détruire pour gagner certains bonus. Il y a des stretch goals qui vont être disponibles, des vidéos qui sont disponibles si vous voulez voir le gameplay du jeu. Sinon, au niveau du shipping, on détaille assez moyennement. On parle de 10 à 20 € en Europe. Et pour le Canada, ça va aller autour de 20 à 36 €. Donc, c'était la présentation du jeu Fighters of Europe. On continue avec Pioneers Rail, un jeu de 1 à 80 joueurs. Oui, 1 à 80 joueurs. Un petit peu comme Welcome to, dans le fond. C'est un jeu de flip and write, un petit peu ici. Donc, vous êtes limité par le nombre de feuilles que vous avez. C'est un jeu de Jeffrey D. Haller, Matthew Dunstan, de la compagnie Drenda Games. Dans le fond, dans le jeu de Pioneers Rail, vous représentez un propriétaire de chemin de fer qui a vu une opportunité d'étendre votre empire à travers les nouvelles terres de la frontière. Vous serez en concurrence avec d'autres propriétaires de chemin de fer pour planifier votre chemin de fer de la meilleure façon possible afin de connecter les établissements au chemin de fer et de satisfaire les demandes des habitants. Pioneers Rail est un jeu de flip and write où vous utiliserez des cartes de poker pour étendre votre voie ferrée et construire une main de poker en même temps. Donc, une petite particularité pour le jeu. Il y a un petit feeling, je trouve, un petit peu de, si vous connaissez, de Trail of Tucana,
où est-ce que vous allez faire justement des petits chemins, mais qu'on le rend un petit peu plus gamer, on dirait. Il y a un petit peu plus de trucs à voir. Il y a même un pledge si vous voulez savoir, voir un peu le truc. Il y a un print and play. Donc, ça va commencer à 24 US, un prix très raisonnable. Donc, quand ça fonctionne, c'est au début de l'ouverture. En plus, le livret va être disponible en français. On voit les créateurs de jeux qui ont fait Guild of Merchant Explorer, qu'on a fait une vidéo dernièrement, Martin et Stéphane qu'ils ont fait. Ils ont fait New York Slice et Next Station London qui a eu une bonne popularité pour ça. Donc, vous allez révéler 3 cartes. Le joueur actif va en choisir une, faire son effet et les autres joueurs vont avoir une disponibilité avec les cartes qui les restent. Il y a dans le fond, si vous avez un valet, une dame de cœur, des choses comme ça, vous allez choisir le valet ou la dame pour votre main poker. Après un certain nombre de tours, vous allez marquer des points en fonction de votre main carte. Donc, si vous avez une paire, ça vaut moins que si vous avez des tripes. Si vous avez, dans le fond, une suite, ainsi de suite. Et ensuite, vous allez activer une zone, si vous avez choisi le cœur, sur votre plateau personnel. Vous allez faire des chemins dans la zone où, justement, autour du cœur. Vous allez faire relier certains chemins. Vous allez avoir des objectifs de relier certains trucs. Donc, un classique flip and write. Et en fonction de ce que vous allez réussir à faire, vous allez débloquer des bonnes. Des illustrations qui sont vraiment très, très, très magnifiques, je trouve. Même sur le plateau de jeu, votre petit player board est vraiment très intéressant. Vous pouvez prendre justement une petite extension qui vous offre un pad de plus et un petit look un petit peu mieux, mais un plateau, si on peut appeler ça un plateau, des feuilles de jeu qui vont donner une petite variabilité pour pas toujours avoir les mêmes cartes à faire. Des petits upgrades pour le premier joueur et des petites extensions de modules. C'est disponible, comme je vous répète, en solo, que c'est possible à faire. Donc, un petit flip and ride qui semble très intéressant pour la mécanique d'utilisage multiple pour les cartes, comme je vous disais, qui vont faire votre main poker et décider où est-ce que vous allez jouer sur votre chemin. En plus, un petit peu à la tréfutée, qu'est-ce que vous laissez, c'est ce que les autres vont pouvoir jouer durant votre tour. Donc, pas vraiment de temps mort aussi, ce qui est vraiment très intéressant. Donc, le jeu de base à 24 US, 19 €. C'est un jeu qui, d'après moi, va se retrouver quand même en boutique. Donc, ici, la version essentielle, c'est que vous allez avoir tous les petits modules qu'on parle ici. Il y a même des petites cartes à Joker que vous allez pouvoir ajouter. Vous pouvez acheter un paquet de cartes conventionnelles si vous aimez justement le petit art qu'on y retrouve, qui peut être intéressant. Donc, on monte tous les jeux de cartes. Peut-être un petit peu difficile à lire, justement, entre les chiffres. Moins intéressant, par contre, on voit que c'est une continuité d'une image pour faire la chose. Disponibilité d'un playmat même pour jouer, pour mettre les cartes, les objectifs, des trucs comme ça. Donc, on monte l'image juste ici. Donc, si vous voulez plus de feuilles, quoique je ne sais pas pourquoi on n'offre pas tout de suite des versions plastifiées. Ça serait aussi simple que ça, me semble, pour ce genre de produit. Donc, en France, on parle d'un 7 ou 9 € en fonction du playmat. On prenait pas sûrement le playmat pour ça. Donc, 7 € seulement pour le jeu. Très intéressant pour justement en France. 10 € pour en Belgique. Si on parle du Canada, on parle de 18 $ tout de même pour un petit jeu. Peut-être attendre la version boutique pour ça. Donc, c'était la présentation du jeu Pioneers Rail.